Bonsoir à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Le débat de ce soir porte sur la réforme du collège. Pourquoi ça coince toujours? Vous pouvez réagir sur le Twitter de l'émission, hashtag 7-8 Société. N'hésitez pas à poser vos questions. Les vacances sont passées, mais la mobilisation se poursuit dans le second degré. Un appel intersyndical à la grève a été lancé pour le 17 septembre pour un retrait pur et simple du projet de Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi la majorité des syndicats enseignants reste-t-elle opposée à cette réforme? Que contient vraiment le texte? Qu'est-ce qui va concrètement changer dans l'organisation des collèges, dans le travail des enseignants et dans l'emploi du temps des collégiens? Le collège sera-t-il plus égalitaire avec cette réforme? Pour répondre à ces questions, 4 invités autour de la table. Sandrine Grillet d'abord, qui est secrétaire générale du syndicat d'enseignants SGEN CFDT à l'Académie de Versailles. Vous avez été professeur d'anglais en collège pendant 6 ans. Maintenant, vous êtes en lycée. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Jodot, co-secrétaire départemental du syndicat d'enseignants SNES-FSU pour les Yvelines. Donc le SNES-FSU, c'est le syndicat majoritaire dans l'enseignement secondaire. Tout à fait. Bonsoir. Gaëlle Kergutuil, membre du bureau fédéral du Parti socialiste et conseillère municipale à Elancourt. Bonsoir. Et enfin, Nicolas Tardy-Joubert, membre du bureau du Parti chrétien-démocrate des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec une question pour vous, Monsieur Jodot, puisque vous appelez à une grève intersyndicale avec d'autres syndicats le 17 septembre. Alors, dites-nous simplement pourquoi avez-vous lancé cet appel à la grève? Cet appel à la grève, il poursuit le mouvement déjà entamé au mois de mai et au mois de juin, qui s'expliquait par la façon dont le projet de réforme avait été reçu dans les collèges, dans les salles des professeurs, avec étonnement, déception, colère même, ce qui avait expliqué une mobilisation forte pour la grève du mois de mai. Dans la foulée, le gouvernement... C'est 24% seulement. Alors, on ne peut pas polémiquer sur les chiffres. 24%, si le ministère veut s'en tenir à ce chiffre, très bien pour lui. Ça augure mal de la suite. Vous savez, c'est un peu comme pour les chiffres de manifestation. Est-ce qu'on prend le nombre de collègues attendus ce jour-là ou de collègues dans l'établissement? Les 24% du ministère, ça se transforme à plus de 50% pour les organisations syndicales. Quoi qu'il en soit, au-delà des chiffres, il y a une vraie colère en salle des professeurs dans les collèges parce que cette réforme n'était pas celle attendue. Dans la foulée, donc, le gouvernement a signé le lendemain, je crois, les décrets. Une façon de dire, cette mobilisation, on n'en tient pas compte. Et d'où la poursuite du mouvement. Les vacances n'ont pas interrompu le processus. Donc il y a effectivement un mot d'ordre de grève pour la semaine prochaine, le jeudi 17. Et ça se poursuivra au mois d'octobre. Et le projet d'une manifestation de grande ampleur, on l'espère, au mois d'octobre, si d'ici là le gouvernement reste sur la position qui a été annoncée par la ministre à la fin du mois d'août, c'est j'écoute, mais la réforme se fera. Donc elle écoute, mais visiblement elle n'entend pas. Alors justement, le Conseil supérieur de l'éducation, au mois d'avril dernier, Sandrine Grillet, a voté pour, justement, en faveur de cette réforme, 51 pour, 25 contre et une abstention. Alors comment expliquez-vous qu'il y ait toujours des réticences à cette réforme? D'une part, on accepte, et puis après, finalement... Attention, le Conseil supérieur de l'éducation n'est pas composé majoritairement d'organisations syndicales enseignantes. Ça représente la société telle qu'elle est. Il y a les associations de parents d'élèves, les associations pédagogiques, etc. Donc, des enseignants? Oui, il y a des enseignants, bien entendu. D'ailleurs, sur le vote, il faut être très clair, oui, beaucoup de syndicats enseignants ont voté contre cette réforme. Et quelques-uns ont voté pour, et les associations de parents, la FCPE a voté pour, et d'autres associations pédagogiques ont voté pour, d'où ce vote ultra majoritaire. Mais il faut faire attention à la composition du CSE. Ce n'est pas un comité uniquement d'enseignants. Pourtant, la ministre de l'Éducation a largement commenté ce vote. Bien sûr, parce qu'il représente en fait les usagers, l'ensemble des usagers du collège, et qui trouvent qu'il y a de bonnes choses dans cette réforme.
Même question qu'à M. Jodot, M. Tardy-Joubert. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à cette réforme? Et est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis les vacances et depuis ces 2 mobilisations dont a parlé M. Jodot? Alors je crois qu'il faudrait faire un constat d'abord de départ, c'est que quand on voit le déficit de connaissances qu'ont plus d'un quart ou presque un quart des élèves, en tout cas un élève sur 5 en matière de français, de fondamentaux, de calcul, d'écriture, de lecture en arrivant en 6e, on s'aperçoit que les méthodes de l'éducation nationale ne sont pas les bonnes. Il y a une baisse dramatique du niveau un petit peu partout et il faut vraiment faire en sorte qu'on se sorte du 80% de réussite au bac pour dire on veut avoir 100% d'accessibilité à l'emploi et de l'emploi. Et pour ça, nous pensons qu'il est nécessaire d'abandonner le collège unique et cette réforme ne correspond pas à ce dont on a besoin. Ce qui est quand même intéressant sur un plan politique, c'est de voir que un grand nombre de ministres de l'Éducation nationale, ça va de Bayrou à Chevènement pour des hommes de droite ou de gauche, tout parti confondu. Tout parti confondu. L'unanimité de l'Académie française s'est prononcée contre cette réforme. Nous avons 74% des enseignants qui sont contre. Pourquoi? C'est parce que les fondamentaux ne pourront pas être transmis et aujourd'hui on va s'engager sur des enseignements pratiques interdisciplinaires alors qu'il est nécessaire de revenir aux fondamentaux, comment bien parler le français, maîtriser le vocabulaire et donc la réforme qui est proposée ne correspond pas à ce que l'on souhaite pour nos enfants qui ont soif d'apprendre. Si Gaël Kerguetiel, rapidement, et puis après je vous redonne la parole. Du coup, par rapport à ce que disait Nicolas Tardy-Joubert à l'instant, cette réforme donc met de côté une grande partie des fondamentaux, le français, les maths. Non, je ne crois pas que cette réforme mette de côté les fondamentaux. D'ailleurs, quand on voit globalement les volumes horaires, ils sont à peu près similaires entre ce qui s'était passé avant et ce qui va être mis en œuvre par la réforme. En revanche, on change d'abord les méthodes d'apprentissage avec, je pense qu'on en reparlera, ces enseignements pluridisciplinaires, transversaux. C'est une autre manière d'apprendre. La fameuse EPI. Voilà. Et puis tout ce qui est aussi enseignement individualisé. Donc c'est une méthode d'apprentissage qui change pour essayer d'accrocher, d'intéresser aussi les élèves autrement. Et puis, moi, je voudrais juste revenir sur le contexte. Le contexte, c'est 140 000 décrocheurs par an. C'est une inégalité qui mine l'éducation aujourd'hui. Juste un chiffre, moi, qui je trouve assez intéressant. En 2014, quand on prend le retard en 3e, on a 28% des fils et filles d'ouvriers qui sont touchés, contre 10% des enfants de cadre. Et donc là, on voit bien qu'il y a une nécessité de réforme et qu'il faut pouvoir s'attaquer à la manière dont est faite aujourd'hui l'éducation pour permettre justement plus d'égalité. Je crois que c'est le cœur de cette réforme, c'est de dire que l'égalité pour tous, ça n'est pas l'ennemi de l'excellence et qu'il faut pouvoir renforcer le collège unique, contrairement à ce que veut faire la droite et qui a toujours été le projet de la droite, c'est de lutter contre le collège unique. Il faut pouvoir le renforcer, mais donner à tous les élèves les moyens d'accéder à l'excellence. Jacques Jodot. Oui, je voudrais juste relever le fait que la droite a quand même été au pouvoir, c'est sous Nicolas Sarkozy septennat, et que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 80 000 postes supprimés, une formation des enseignants massacrée. Alors c'est bien que les représentants de la droite aujourd'hui interviennent pour dire qu'il y a des problèmes dans l'éducation nationale, des problèmes de niveau et qu'il faut les résoudre. Mais je pense qu'il ferait mieux de se faire tout petit sur cette question-là parce que la trace qu'a laissé le quinquennat de Nicolas Sarkozy, elle va être très très longue à effacer. Et les critiques que nous on apporte à cette réforme ne sont pas de même nature. On a un petit peu tout mélangé au début lorsque la réforme a été présentée. On a parlé du latin, on a parlé du grec, on a parlé du programme d'histoire. De certaines, on va dire, filières d'excellence ou genre les classes bilingues, les classes européennes, etc. On a mis ça en avant alors que c'est périphérique par rapport au reste de la réforme. Alors on peut regretter la disparition de ces dispositifs et dire qu'au contraire, il aurait peut-être fallu les élargir. Ça vient du fait que la réforme se fait à moyens constants.
On pourra dire c'est mieux que les réformes précédentes qui se sont faites en sabrant dans les moyens. Celle-ci se fait à peu près à moyens constants, donc les moyens, il faut bien les récupérer quelque part. Et la disparition de ces dispositifs s'explique en partie par cette nécessité. Mais le cœur de la réforme, il est ailleurs. Alors justement, le cœur de la réforme, quel est-il? Le cœur de la réforme. Qui peut répondre à cette question? Puisqu'on va entendre tout à l'heure ce que disaient les Saint-Quentinois et ce qu'ils en savent un petit peu de cette réforme. Je pense qu'on va avoir des réponses différentes puisqu'on n'a pas la même interprétation des textes. Très clairement, il y a quelque chose d'intéressant dans cette réforme, ça se résume en un pourcentage, c'est 20%. C'est-à-dire que 80% des horaires vont être les mêmes dans tous les collèges de France, à Chamonix ou à Trappes. Ou dans le centre de Saint-Germain-en-Laye. Et puis il y a 20% qui est laissé au choix des équipes. Et nous, au SGAN-CFDT, c'est ça qui nous intéresse, c'est la confiance aux équipes. Et comment on peut, dans un établissement, décider de travailler ensemble et de monter des projets qui correspondent aux besoins spécifiques des élèves de ce collège. Parce donc que, si très je comprends bien, 20% oui. du temps des enseignants va être... du temps d'enseignement, en tout cas, oui. Alors, qui va chapeauter tout ça? Qui va être, parce que c'est ce qui est reproché également, de dire que le chef d'établissement va être, entre guillemets, le petit chef, oui. et qui va choisir un petit peu... Nous, on pense que l'autonomie des établissements, ce n'est pas l'autonomie des chefs d'établissement. On est pour clairement un renforcement du rôle du conseil d'administration, responsabiliser les collègues et faire vivre la démocratie locale. Je pense que dans beaucoup d'endroits... le chef d'établissement n'est pas cet être caricatural qui est contre les enseignants. Je pense qu'on est capable de travailler ensemble. Et après, à un moment, le chef d'établissement, il va être peut-être là pour impulser des choses. Et le conseil d'administration pour trancher. Le conseil d'administration doit être un lieu où, là aussi, les parents d'élèves sont présents, d'autres personnes sont présentes. Il n'y a pas que les enseignants. Ça apporte un éclairage extérieur. Et je pense que c'est bien que l'ensemble des usagers du collège s'emparent de ça et peut-être aient des idées sur ces 20%. Et ces 20% vont permettre de changer les méthodes d'apprentissage? Ça, c'est une très bonne question, en fait, parce que changer les méthodes d'apprentissage, ça ne se décrète pas. Ça signifie qu'il va falloir mettre beaucoup de moyens en accompagnement des équipes. Il va falloir que notre employeur, il va falloir que le ministère, y mette les moyens derrière pour former les équipes, accompagner, etc. Et c'est là où, moi, j'ai quelques craintes, c'est-à-dire que pour former les gens, il faut du temps. Et de l'argent. Et donc de l'argent. Et que, comme il faut que tout soit mis en œuvre en septembre 2016, ça peut coincer, en particulier dans notre académie qui est énorme, où il y a énormément de personnel à former. C'est là où ça peut coincer. Mais si on s'arrête à là, on ne fait plus rien. Nicolas Tardy-Joubert, alors 20% d'enseignements qui vont pouvoir être... dont vont pouvoir se saisir les enseignants, les chefs d'établissement, plutôt positif? Vous ne le voyez pas comme ça du tout? Je pense qu'il faut se poser la question différemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner, à court terme en disant on a gagné une demi-heure, on a perdu une demi-heure, on a 10 ou 20% de temps disponible. La question de fond qu'il faut se poser, c'est comment peut-on revenir à l'apprentissage de matières fondamentales sans mélanger toutes les matières. Par exemple, les enseignements pratiques interdisciplinaires. On va avoir des choses qui sont certainement très intéressantes, mais est-ce que c'est la chose prioritaire que l'on veut apprendre à nos enfants? Par exemple, en gros, l'historien va travailler avec le prof d'anglais, qui va travailler également avec le prof de mathématiques, et ensemble, ils vont faire un projet. Voilà, et pour vous, c'est trop de mélange et c'est pas efficace pour apprendre. Voilà, c'est pas efficace. Par exemple, je voudrais partager avec vous que, par exemple, un professeur de physique et de français pourrait faire quelque chose sur le développement durable. C'est certainement très intéressant. Ou écrire un magazine sur les machines à vapeur. Très intéressant. Mais pendant ce temps-là, il y a un déficit d'apprentissage de la langue française. On le voit dans tous les questionnaires, par rapport à d'autres pays, la maîtrise de sa propre langue. On va vouloir également faire apprendre dès la 5e une deuxième langue vivante à tous. Alors que beaucoup... Ce qui est plutôt bien accueilli. Mais je rappelais qu'un quart des enfants, à peu près, ne maîtrisent pas convenablement le français. Donc, avant de se lancer dans des aventures comme celle-là, où on veut absolument tout uniformiser, il faut au contraire essayer d'adapter aux besoins des enfants. Et c'est pour ça que nous revenons sur cette notion de suppression du collège unique pour être au plus près des besoins des enfants en fonction de leurs capacités, moduler les enseignements et faire en sorte qu'ils puissent être préparés et avoir un avenir qui soit digne de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même un constat global d'échec de 30 ans, de politique. Tout le monde semble d'accord sur le constat, en tout cas. Donc il faut prendre les bonnes mesures. Mais il faut raisonner
de manière un peu globale. Alors on est justement allé demander aux Saint-Quentinois leur avis sur cette réforme, ce qu'ils en savent hein, peut-être, et on regarde, on écoute ce que ça donne. La réforme des collèges, je trouve que c'est une aberration, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'on voulait faire supprimer le latin. Bon, les enfants qui ont envie de faire du latin, je vois pas pourquoi on veut leur supprimer le latin. Hein. Ça sert à quoi ? Très inquiet parce que on change chaque fois les programmes, mais on supprime le latin, je crois. Ça, je ne regrette pas. J'ai trop souffert, moi. Les collèges, il n'y a plus de latin. Bon, enlever le latin, c'est nul. Et puis, je crois, il y a mettre des langues un peu plus tôt. Je sais qu'il y a la suppression des classes européennes. Je sais que certains programmes ont été revus. J'ai l'impression que souvent, on est tiré par le bas. Et que cette réforme va encore une fois de plus uniformiser l'enseignement, mais pas forcément dans le bon sens. Gaëlle Kerguel, vous souhaitiez réagir ? On a l'impression que quand même la plupart des Saint-Quentinois qu'on a interrogés ne parlent pas de tout ce qui est autonomie, etc., etc. Il y a deux mots-clés qui ressortent en général, c'est latin et langue vivante, peut-être en 5e. C'est vrai que c'est ce qui me faisait réagir, c'est qu'on parle beaucoup justement de la suppression du latin, ce qui est absolument faux. Le latin n'est pas supprimé, c'est-à-dire que jusqu'ici, le latin et le grec étaient en général demandés par une très faible minorité d'élèves. Et ce que la réforme va faire, c'est permettre d'introduire ces langues dans justement ces EPI et permettre à plus d'élèves de découvrir et avoir la possibilité ensuite d'approfondir dans des heures complémentaires. Donc au contraire, ça n'est pas supprimer le latin, c'est faire en sorte que ce soit plus accessible, plus démocratisé à l'ensemble des élèves. Et je crois que là, on touche un petit peu à un questionnement sur cette réforme où on a une espèce d'intox, où on a beaucoup parlé de cette question du latin, et en fait on cache tout ce qu'il y a derrière, et notamment les questions d'approche méthodologique, qui moi me semblent très importantes. Vous parliez tout à l'heure de la question de ces enseignements transversaux, pluridisciplinaires, qui moi me semblent extrêmement intéressants. Et par ailleurs, ce n'est pas une nouveauté, c'est ce qu'on fait au lycée, par exemple, avec les TPE. Et c'est une manière, justement, de faire adhérer les élèves, d'apprendre autrement. Alors, c'est sûr, on sort de ce qu'on connaissait classiquement avec un cours, une heure, une classe, une matière. Ça ne marche plus, ça ? C'est ce que vous nous dites ? Ça peut marcher pour certains élèves, mais je pense diversifier les méthodes d'apprentissage, c'est un moyen de faire adhérer les élèves et aussi de donner du sens à l'enseignement. Mêler, par exemple, des mathématiques avec de la physique ou une autre matière, c'est aussi un moyen de donner du sens et de permettre aux élèves d'adhérer et d'avoir envie d'apprendre. Parce que je pense que c'est ça aussi l'ambition de la réforme, c'est de donner des moyens d'apprendre, savoir apprendre et donner envie d'apprendre. Mais mis à part des courants conservateurs réactionnaires qui vont crier contre le collège unique, les 80%, etc., on peut aller dans le sens de ce que vous venez de dire. Si on fait abstraction de ce qu'est la réalité du métier, et la collègue Dusgen l'a un petit peu dit. Très bien si les moyens sont derrière. Alors c'est pas très bien, il y a des choses à critiquer, mais les moyens ne sont pas derrière. La réforme elle tient en 3 axes l'autonomie, l'interdisciplinarité et l'accompagnement personnalisé. L'autonomie de qui ? Évidemment, si c'est une autonomie qui vient des équipes pédagogiques elles-mêmes pour avoir plus de facilité pour monter des projets qui se font déjà, les projets interdisciplinaires, c'est des choses qui existent déjà et les équipes le font aujourd'hui dans des conditions difficiles. C'est pas pris en compte, c'est pas payé, il y a de la concertation, etc., etc. Si l'autonomie c'est ça, fait d'une manière démocratique au sein des établissements, sauf que les établissements ne fonctionnent pas comme ça. C'est vrai que tous les chefs d'établissement ne sont pas d'affreux dictateurs avec un autoritarisme très marqué. Mais c'est bien il y en a. Il y en a. Les pressions de l'administration existent également. Les conseils pédagogiques ne sont pas des instances qui brillent par leur démocratie. Donc cette autonomie, elle peut conduire aussi à ce que, contrairement à ce que vous disiez, des différences soient très marquées d'un établissement à un autre. Et puis ces EPI, ces fameux projets interdisciplinaires, il faut bien se rendre compte que ces horaires-là, contrairement au TPE, sont pris sur les horaires
disciplinaire. Si moi, professeur d'histoire-géographie, j'ai 3 heures de cours avec une classe, que je travaille en interdisciplinarité avec un collègue de SVT sur le développement durable, mes 3 heures d'histoire-géographie deviennent 2, ces 3 heures de SVT deviennent 2 également. Donc vous avec considérez que quand vous faites de l'interdisciplinarité, ce n'est plus votre discipline que vous faites. Donc vous donnez raison à M. Tardy-Joubert. C'est pas tout à fait ça. C'est que l'interdisciplinarité, et on a un exemple, c'est celui des TPE en lycée. C'est quelque chose de très très intéressant. C'est quelque chose qui permet de développer des compétences, un travail en équipe, un travail de recherche, la réalisation d'un projet. Tout ça, les élèves apprennent des choses, apprennent des compétences. Sauf qu'au niveau disciplinaire, on s'en rend bien compte, c'est pas là que l'apprentissage est le plus fort. Donc en lycée, les TPE fonctionnent pas trop mal parce que l'horaire disciplinaire est maintenu et il y a un projet interdisciplinaire qui se met en place, évalué au bac, alors que là, ces projets interdisciplinaires, comme si l'interdisciplinarité était une solution au problème. Ça passe peut-être en partie par là, mais pas à cette hauteur-là. Et le troisième point, l'accompagnement personnalisé, j'espère qu'on aura le temps d'aborder aussi cette question, parce que là aussi, c'est ce qui a été mis en place dans les lycées par la réforme Chatel. On en a le recul maintenant sur quelques années. C'est très très loin d'être ce Alors qui avait été comment ça marche annoncé. justement l'accompagnement personnalisé, puisque vous abordez le point? Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est quelque chose qui a été présenté comme on va donner 2 ou 3 heures d'accompagnement personnalisé à chaque élève. Chaque élève va bénéficier d'un certain nombre d'heures d'accompagnement personnalisé qui peut être du soutien, qui peut être de la remédiation, qui peut être de l'approfondissement. En fait, c'est s'adapter à chaque élève. Qui pourrait dire que ce n'est pas une bonne chose? Justement, on va demander à M. Tardy-Joubert si c'est une bonne chose. La question, c'est aussi une question de moyens. C'est que quand on n'a pas les heures pour on ne peut pas faire de l'accompagnement personnalisé si on n'a pas le temps de le faire. À 30. Le point, je pense, important, c'est qu'il faut faire en sorte que tous les élèves qui rentrent en 6e et qui sortent de 3e sachent parfaitement écrire, lire, compter, etc., ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On sait très bien que aujourd'hui, les notes sont bien souvent surévaluées sur des instructions, je dirais, de souplesse et de tolérance. Des notes qui vont peut-être bientôt disparaître. Et qu'un certain nombre d'experts nous disent que si nous étions notés comme nos parents ou nos grands-parents, aujourd'hui, ce n'est pas 80% d'élèves qui auraient le bac, ce serait simplement 30%. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai déficit d'apprentissage des fondamentaux et de la transmission. Par exemple, ça démarre, si je peux dire un mot sur la méthode syllabique, qui est une bonne méthode pour apprendre à lire et à écrire. C'est un débat éternel. Voilà, mais qui est quelque chose d'assez fondamental. Et je rappelle simplement qu'un bon apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est aussi une précision de la pensée, c'est savoir évoluer dans un monde différent qui évolue. Et par exemple, il n'y a pas besoin d'utiliser forcément des tablettes, même si c'est très bien de le faire, mais de passer tout son temps à des enseignements pluridisciplinaires où finalement on perd un peu la trame de ce qui est le cœur de l'enseignement. Un des mots-clés qui a été utilisé par la ministre de l'Éducation, c'est égalité. Plus d'égalité dans le collège, pas de classe d'élite, et que tout le monde ait les mêmes possibilités justement d'accéder au latin, au grec ou à d'autres disciplines. C'est pas ce que vous ressentez, vous, dans cette réforme? Je crois que c'est ce qui est extrêmement important, c'est le sens de la réforme. Je pense que tout ne se fera pas effectivement en une année scolaire, qu'il faut le temps que les consciences changent aussi, parce qu'on est en train de changer de paradigme, de structure, de manière de fonctionner. Donc il faut le temps après que les enseignants évoluent avec, que les élèves aussi, les parents d'élèves s'approprient cette nouvelle manière de fonctionner. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le sens de la réforme. Et c'est effectivement remettre de l'égalité au cœur de l'éducation, contrairement à le modèle que vous mettez en avant, qui moi je trouvais quelque part un peu caricatural, de dire c'était forcément mieux avant, il faut surtout rien bouger, rester sur les mêmes modalités, alors qu'on voit bien que le monde évolue, que les élèves changent, qu'il y a un besoin de faire évoluer la manière de transmettre les connaissances. Et je pense que voilà, c'est ça qui est vraiment le cœur de la réforme, c'est se tourner vers les élèves, parce que je crois que c'est un mot qui n'a pas été beaucoup prononcé, mais se tourner vers les élèves, s'adapter à eux et faire en sorte d'arrêter de penser
que l'égalité et la démocratisation de l'accès aux connaissances est forcément un nivellement vers le bas, et c'est forcément une remise en cause de l'excellence pour tous. Sandrine Gray, pour conclure, pour votre conclusion. Moi, je suis un petit peu étonnée par certaines choses que j'ai entendues. Enfin, je rappelle que dans 80% du volume horaire, il y aura un prof face à une classe qui enseignera comme il le veut, et que 20% du volume horaire, c'est de l'interdisciplinaire. Moi, je ne crois pas que l'interdisciplinaire soit contre l'excellence, bien au contraire. Je pense que quand on travaille plus tard et qu'on a un dossier en charge, on n'étudie pas, on ne travaille pas ce dossier en tranches. Alors d'abord, je vais faire des maths dessus, puis de l'économie dessus, etc. etc. On essaie de saisir le problème de manière globale et de faire en sorte que toutes les compétences et toutes les connaissances puissent nous aider à mener à bien ce projet. Je parle de l'entreprise privée. Donc en fait, le fait de scinder les choses, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Sur les TPE, les EPI, l'enseignement interdisciplinaire, ça peut être des petits TPE. Eh bien, les TPE, ça fonctionne en lycée. Donc ça pourrait fonctionner en collège. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Les collégiens sont pleins de ressources. Messieurs, en 10 secondes, vraiment pour conclure, du coup, qu'attendez-vous de cette grève du 17 septembre? Un retrait? Tout est à jeter dans cette réforme? Non, le retrait maintenant, oui, puisque le gouvernement s'est accroché à ça sans écouter la colère des collègues. Je crois que les collègues ont un souci, c'est celui de la réussite de leurs élèves. À partir du moment où ils sont confrontés à une réforme qu'ils contestent, qu'ils rejettent, les choses ne vont pas. Et donc, il y a, avec la grève de jeudi prochain, un moyen pour eux d'exprimer ce rejet de cette réforme et cette colère. Vraiment pour terminer en 10 secondes, M. Tardif-Joubert. Je pense que si on veut donner vraiment une égalité des chances à tous, il faut donner des enseignements de qualité. Donc il faut voir de manière très profonde ce qui se passe dans le collège. Et il faut prendre en compte la diversité des jeunes, parce que sinon, on n'arrivera pas à la réussite de tous. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat très intéressant. Donc rendez-vous le 17 septembre pour cette grève, on verra ce que ça donne. On se retrouve nous pour la manifestation du mois d'octobre. Pour la manifestation du mois d'octobre. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau 7-8 Société. N'oubliez pas de réagir sur le Twitter de l'émission #7-8 Société. Bonne suite de programme sur TV Fil.